Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, et je vais y arriver. Donc, aujourd'hui on va parler des prévisions 2020, parce que vous savez c'est toujours l'exercice fin 2019, il faut parler des prévisions 2020, voire pour certains c'est plutôt des prédictions. Alors, première chose à vous dire, la mise en garde, c'est que personne ne connaît le futur, donc ces prévisions, ça vaut zéro. Après, le truc, c'est que vous avez toujours un biais de confirmation, c'est-à-dire que la plupart des gens qui pensaient, qui voient que justement l'année 2019 a été haussière, vont vous dire que l'année 2020 aura certainement un petit peu de remue-ménage, etc., mais parviendra quand même à être haussière. Et puis les personnes qui ont toujours été baissières, ben, vont continuer à être baissières. Et puis c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à force de répéter qu'il va y avoir la crise, le crack tous les ans, eh ben, chaque année où ça ne se passe pas ne fait que rapprocher les probabilités où ça va finir par se passer. Donc on finit toujours par avoir raison à un moment donné. Mais sinon, moi, la première chose que j'ai à vous dire, c'est n'écoutez pas ce genre de choses. Alors après, ce qui est très important, c'est d'avoir une idée, d'avoir des convictions économiques, d'avoir des convictions fondamentales, de regarder les secteurs, de regarder les indices, de regarder un petit peu la macro, mais surtout la micro pour moi. Et en effet, d'avoir un petit peu une idée, de se dire, ok, on est ici, on peut potentiellement aller là, 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 là. Le but, c'est pas d'avoir un scénario, une hypothèse de travail. Le but, c'est d'en avoir plusieurs. Et au fur et à mesure où on avance, on commence à étayer les différentes probabilités et à faire ressortir un scénario plus qu'un autre. Ce qui nous permet éventuellement d'être contrariant si c'est votre profil, ou d'attendre tout simplement les signaux si vous avez un profil beaucoup plus moindre risque. Et donc aujourd'hui, on va parler des prévisions. Alors, mes prévisions à moi, quelque part, je vous les ai déjà faites, c'est-à-dire j'en ai publié pas mal en octobre et puis sur septembre aussi, où je vous ai parlé de la crise qui en cache une autre. Donc ça, c'est plutôt ma vision à long terme, de me dire, ok, il y a ça qui peut se passer actuellement, mais je me prépare surtout, voilà, au niveau des matières premières et toujours dans la sélectivité des actions. Et derrière, il y avait en octobre l'idée de dire les X raisons, je ne vais pas vous les refaire ici, mais les X raisons de croire justement que même si le marché, on peut croire qu'en effet, bon, il est un petit peu haut, il est un petit peu cher, etc., comme vous voulez, mais potentiellement, il y avait encore de la place pour une nouvelle jambe de hausse. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de se dire, ok, et on verra ça au fur et à mesure, je ferai d'autres vidéos et on continuera tous les vendredis, samedis, tous les week-ends en fait, à faire cette analyse hebdomadaire donc de revue des marchés, de revue des opportunités. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir justement et ne pas louper ces vidéos-là où on le fait ensemble et on revoit ensemble donc les stratégies, ce qu'il faut mettre en place au fur et à mesure du marché. Puisque faire des prévisions, je veux dire, personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc faire des prévisions à 6 mois ou 1 an, autant vous dire que ça vaut rien. Après, bien évidemment, les médias sont toujours fans de ça, puisque vous trouverez toujours un mec qui a dit un truc il y a 2 ans, il y a 3 ans, et que ça va fonctionner. Évidemment, tout le monde oubliera que c'est du coup de bol, randomness, hein, comme dit Taleb. Le truc important, vraiment, c'est de se rappeler que si vous basez vos investissements sur des prédictions, des prévisions et sans signal de marché, vous allez au-devant de graves problèmes. Et ça, c'est ma prévision pour vous, pour vos performances. Et celle-ci, je pense que les probabilités sont assez élevées, pour qu'elles aient raison. Donc du coup, au niveau, comme c'est à la mode, et comme c'est quelque chose voilà, qui fait énormément de bruit, etc., et puis le but du jeu, c'est toujours la même chose, hein, c'est évidemment, on va pas vous faire des prévisions qui vont vous dire tout va aller pour le meilleur, dans le meilleur des mondes possibles, hein. Ça va être génial, vous allez voir, ça va être la fête. Ça, il n'y a personne qui clique, il n'y a personne qui lit ça. Non, on va plutôt vous sortir, ça va être la crise, ça va être pire que les subprimes, ça va être le pire du pire, ça va être la fin du monde, etc. Et ça, donc, évidemment, on vous sort ça parce que bah, ça fait cliquer, ça fait des vues, et clairement, bah, ça permet à toutes ces personnes-là qui vous les sortent, hein, ça permet tout simplement à essayer d'avoir une certaine aura et à essayer d'avoir un certain audimat. Donc une fois qu'on a passé ça, il y a un gros tri à faire. Mais après, il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes quand même. Et donc, notamment, j'ai sorti Saxo Bank. Saxo Bank, ils sont bien connus pour faire à la fin d'année, chaque fin d'année, ils font justement ces 10 prévisions ou prédictions un petit peu cataclysmiques où ils vont un petit peu chercher très très loin.
Mais il y a quand même toujours une base rationnelle derrière, il y a toujours un petit quelque chose et j'aime bien gratter, parce qu'en effet, bien entendu, eux aussi, ils vont chercher à faire dans le superlatif, etc. Mais il y a quand même une base rationnelle un petit peu derrière. Donc on va pas s'attarder, donc là, vous avez la page sur Saxo Bank, on va pas s'attarder sur les 10, je vais juste les lire rapidement et je vais revenir sur ceux qui me paraissent vraiment intéressants. Et où il y a peut-être un petit côté, il y a un petit peu de rationalité derrière, et il y a surtout une hypothèse de travail, justement à travailler. De toute façon, il ne va pas y avoir de grosses surprises, hein. Si vous suivez mes vidéos, on va retrouver un petit peu également cet avis et cette hypothèse de travail là qu'on est en train de construire. Donc la première chose qu'ils mettent évidemment, c'est qu'ils disent ok, l'indice des semi-conducteurs va baisser de 50%. Donc ça c'est super, c'est toujours la même chose. Le Dow Jones, l'indice, le truc, le machin, va baisser de 30-40%. Évidemment, il faut mettre un gros chiffre, hein. Ça attire beaucoup plus. Si vous dites ça va baisser de 5%, tout le monde s'en fout. Si vous dites ça va baisser de 50-90%, là, ça attire les clics, hein. Vous avez énormément de gourous, hein, à chaque fois, de toute façon, qui vont vous dire que ça va baisser. Ils vont vous dire que ça va baisser de 50, 60, 70%. Il y en a qui sont spécialistes, hein. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tous les ans, ils vous disent que ça va baisser de 50%. Si vous les suivez, bien évidemment, vous n'avez plus d'argent aujourd'hui pour pouvoir continuer à suivre et éventuellement finir par avoir raison. Donc là, la baisse de 50% des semi-conducteurs, ok, il y a peut-être un petit coup de rationnel derrière. En effet, il faudra bien que ça souffle à un moment donné ou pas. Mais bon, ce genre de prédiction, ça sert pas trop à grand chose. On va pas baser nos avis là-dessus. Deuxième prédiction, celle-ci elle est pas mal, donc on reparle de stagflation. Et surtout, donc si on retourne dans la stagflation, qu'en gros les investisseurs vont revenir sur les valeurs dites value, donc avec des actifs tangibles, et donc qui cotent finalement leurs actifs tangibles, voire moins. Il y a même des valeurs qui cotent moins que leur trésorerie. Donc pourquoi pas, on va y revenir. Derrière, on a la banque centrale, et donc là du coup, là c'est intéressant, là ils nous disent, les banques vont monter de 30%, et donc en gros, comme les banques vont monter de 30%, seront plus ou moins sauvées, etc., et bien la Banque Centrale Européenne également va remonter ses taux. Pourquoi pas? On verra, celle-ci, bon aussi, j'y crois pas trop. Je crois bien aux banques, hein, je pense qu'elles sont bien fait un bon comeback, il y aura certainement une consolidation intermédiaire, mais je pense qu'il y aura quelque chose d'intéressant, en effet, sur les valeurs cycliques, hein, d'une manière générale, matières premières, tout ce qui est acier et compagnie, et également les bancaires. Après, de là à ce que la Banque centrale inverse complètement la politique de Mario Draghi, je pense que ça ne va pas se faire tout de suite. Alors après, voilà, Saxo Bank fait ces prévisions-là pour 2020. Il y en a certaines, à mon avis, elles sont intéressantes, mais pour les années à venir, pas nécessairement pour 2020. La même chose pour stagflation, là, je pense que ça peut... On en prend peut-être un petit peu le chemin, on commence à le mettre en hypothèse de travail, mais ça va mettre peut-être encore quelques années à vraiment qu'on soit bien dedans, hein. Donc là derrière, ce qui est très intéressant, celui-ci, je l'aime beaucoup, hein. Donc là, on parle en effet de l'énergie, et le fait qu'en effet, vous avez le hype actuellement qui est sur l'énergie verte, et on oublie un petit peu, donc l'énergie un petit peu beaucoup moins verte, qui, elle, du coup, a un aspect contrariant, puisqu'on est revenu sur des niveaux de valorisation très attractifs. Et alors, bon, il y a pas mal de dettes également, mais vous avez donc un aspect value également sur ces valeurs-là, sur ces valorisations-là, qui peuvent être intéressants actuellement plutôt pour des contrariens, donc pour jouer l'énergie pas trop propre. Et donc voilà, celui-là aussi, je le trouve pas mal. Ensuite, bon, vous avez l'Afrique du Sud, où là, on a de la dette et en gros, on parle négativement de l'Afrique du Sud. Bon, ok, très bien, ça c'est un petit morceau. On a Trump, évidemment, qui annonce des tarifs supplémentaires. Ça aussi, il va arriver sur les élections. Il doit déjà se démêler de la Chine, de l'Europe également. Donc, à mon avis, ça aussi, c'est quand même un petit peu moyen. Ensuite, on a également un cas négatif sur la Suède. Bon, passons. Ensuite, ce qui nous intéresse là, c'est que on a toujours, ça c'est toujours pareil, dans les prévisions, alors depuis qu'on a eu justement, c'est toujours intéressant parce que quand vous avez personne qui prévoit quelque chose, ou très peu de personnes qui prévoient quelque chose, et que ça arrive, et bien après, sur les années d'après, vous avez tout le monde qui va prédire exactement la même chose, mais que ça va être encore pire. Donc là, depuis en fait qu'on a eu la crise européenne, et ben chaque année c'est toujours la même chose, vous avez tout le temps quelqu'un qui va vous prédire qu'il y a un pays de la zone euro qui va sortir. Et donc à partir de ce moment-là,
qui va sortir de l'Europe ou de la zone euro, peu importe, et que ça sera l'effet domino et que ça sera la fin de l'Europe. Donc ça, c'est toujours la même chose, et c'est tout à fait normal, et c'est ce que je vous ai dit au début, c'est le biais de confirmation. On prend le passé récent, alors le passé récent, c'est les dernières années, et on va penser, et on va projeter ça sur le futur, et on va penser que le futur va être exactement la même chose. Les mecs qui investissent dans l'immobilier, ils font exactement ça. Ils regardent ce qui s'est passé dans le passé, et ils partent du principe qu'en investissant exactement de la même manière que dans le passé, ils vont avoir exactement les mêmes fruits, et les mêmes conclusions et conséquences, que dans le futur. Évidemment, c'est prendre un risque. Derrière, les personnes là qui pensent crise, etc., ben, quelle est la dernière crise qu'ils ont vécue? C'est celle des subprimes ou celle de la zone euro. Donc nécessairement, la prochaine crise, s'ils pensent qu'il va y avoir une crise, ils pensent que cette crise-là sera au moins supérieure, plus importante que les dernières crises qui sont récentes. Donc c'est toujours la même chose. Évidemment, la réalité est souvent bien éloignée et ça reste un biais psychologique, hein. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'Asie qui lance donc évidemment les crypto-monnaies. Bon, ça, je pense que ça va pas être que l'Asie. Ça prendra peut-être certainement quelques années, mais clairement, là aussi, on est dans un changement de paradigme avec les pays qui vont lancer leur propre crypto-monnaie. Mais clairement, ce qui est clair, hein, c'est que les pays et les banques centrales vont vouloir garder la main mise. Celles-ci, évidemment, qui sont là un petit peu pour faire gratter, pour faire publier certaines choses. Et pour moi, voilà, il y en a quand même deux qui m'intéressent beaucoup, si ce n'est le fait que voilà, les bancaires font un comeback. Donc je pense également qu'il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes sur l'Europe. Clairement, les marchés américains, ils sont pas survalorisés, mais ils sont bien valorisés. Donc ensuite, ce que l'on voit, et là ils en parlent pas, c'est éventuellement, ou alors je l'ai lu en diagonale, mais l'euro-dollar également peut avoir un changement de paradigme, peut avoir un changement de tendance qui peut impacter justement les investisseurs du monde entier qui aujourd'hui mettent essentiellement tout leur cash sur les US, et qui du coup peuvent commencer à prendre peur ou à redevenir value éventuellement, en effet, si on a un certain nombre de paramètres qui commencent à se mettre en place. Et en redevenant value, bah, ils vont aller chercher justement à réinvestir là où les marchés sont un petit peu moins chers. Pourquoi? Parce que ça vous donne une marge de sécurité. Et ces marchés-là qui sont un petit peu moins chers aujourd'hui, bah, clairement, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, Amérique latine, etc. C'est clair qu'avec la crise en Amérique latine actuellement, vous avez beaucoup de choses très intéressantes qui sont en train de revenir à des prix très intéressants. Après, il y a la Chine qui est toujours pas très chère. Bon, vous avez la Turquie. Bref, des pays en effet qui sont un petit peu dans la crise, où voilà, c'est un petit peu prématuré encore, mais on est sur des niveaux de valorisation intéressants. Mais au-delà de ça, la Corée du Sud aussi est pas très chère, malgré le fait que ça a bien rebondi déjà depuis la première fois où on en avait parlé il y a quelques mois. Et puis après, l'Europe. Alors si vous prenez la France et l'Allemagne, on est un petit peu plus valorisé que les autres, mais l'Espagne, l'Italie, la Pologne, l'Europe de l'Est de manière générale, bon, pas dans l'Europe, mais la Russie, également encore très sous-valorisée, malgré le fait qu'il y a eu déjà un bon rattrapage qui a été effectué. Et puis après, l'Angleterre, qui, pour un contrariant, est un coup à jouer éventuellement, Brexit, pas Brexit. On s'est fait peur déjà depuis 2 ans et on a fait revenir pas mal de sociétés à des niveaux de valorisation qui sont très attractifs. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose de value sur des pays européens. Et on le voit après sur d'autres secteurs d'activité, on le voit donc sur l'énergie. Alors l'énergie un petit peu plus polluante, hein, l'énergie verte a eu ce phénomène de hype, etc. et donc à des niveaux de valorisation qui sont pas très bas clairement. Mais par contre, le pétrole, hein, tout ce qui est pétrole, gaz, il y a peut-être un coup à jouer, mais en mode contrariant. Là, on parle vraiment en mode contrariant. De toute façon, quand on essaye de se projeter sur les hypothèses de travail, on est vraiment en mode contrariant. Alors, il y a 2 profils. Soit on y rentre en mode contrariant et donc on anticipe pour des premières positions, soit on attend que le marché nous donne le signal qu'en effet, c'est bien ce qu'il va privilégier. Donc, des valeurs value, c'est-à-dire on sort un petit peu des valeurs growth, donc croissance, qui ont surperformé les valeurs value ces dernières années. Et donc en revenant finalement à de la stagflation ou à des projets, parce que le marché anticipe toujours 6 mois, 9 mois à l'avance. Donc si le marché commence à penser que dans les années à venir, parce que pas les mois, mais les années à venir, on va revenir sur un mode stagflation type années 70, et ben c'est clair et net qu'on va peut-être commencer à avoir un shift, et les investisseurs vont revenir aller chercher de la sécurité sur des actifs tangibles, des avantages compétitifs, etc., de la trésorerie, des actifs, attention à la dette aussi quand même, pour pas avoir des pièges de value, et du coup à commencer à sortir de la croissance, puisque si le marché commence un petit peu à ralentir, les valeurs de croissance vont faire moins de croissance.
Donc forcément, on va plus les surpayer, on va plus les survaloriser, puisque ces valeurs de croissance, évidemment, aujourd'hui, elles cotent cher parce qu'on projette que la croissance va continuer dans les années à venir, et donc quelque part, on donne déjà la valeur aujourd'hui de ce que la société sera dans 2-3 ans. Et évidemment, s'il y a des déceptions, eh ben, le marché corrige le tir. Donc voilà un petit peu l'idée. Bon, tout ce qui est stagflation et compagnie, ça ne sera pas nécessairement pour 2020, mais je pense qu'il y a une base, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant si on est contrarien, en effet, de regarder les bancaires, de regarder les valeurs, les matières premières, les minières, qui ont également un aspect value, le pétrole également, le gaz, toutes ces valeurs-là qui se sont fait un petit peu laminer, et qui du coup ont dû se restructurer, ont dû se réajuster, et qui aujourd'hui ont les reins un petit peu plus solides, et elles sont capables en tout cas de résister beaucoup mieux à des prix bas actuellement du pétrole ou du gaz naturel. Et donc si ces prix venaient à remonter, eh ben, nécessairement on aurait un coup à jouer, parce que ces valeurs-là en profiteraient à plein. Et après, voilà, les bancaires aussi, je trouve ça pas mal intéressant, mais le mot de la fin, c'est de vous dire, tout ça, ce sont des hypothèses de travail, et c'est super, c'est important. On a des convictions, on a des hypothèses de travail, mais derrière, c'est le marché qui décide, et on attend le timing, on patiente. Et la vraie qualité de l'investisseur, c'est toujours la même chose, c'est la patience. On peut penser ce que l'on veut, on attend que le marché nous le confirme. On prend quelques petites positions éventuellement en mode contrariant, si on veut, mais la plénitude de nos positions, hein, c'est toujours jamais contre le marché. On attend que le marché nous donne raison, parce que potentiellement, on a raison. Ces prévisions, il y a certaines de ces prévisions-là qui vont se passer, et potentiellement pas cette année, potentiellement pas dans les prochains mois. Et donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'anticiper la position, parce que c'est une perte d'opportunité, parce que vous bloquez votre capital, vous ne pouvez pas l'investir sur ce qui marche, et éventuellement vous continuez à investir dans une tendance baissière, donc vous mettez en perte. Et je veux dire, même si vous finissez par avoir raison, vous ne gagnerez pas autant que ce que vous auriez dû gagner. Donc vraiment le timing, hein, plus que jamais, de toute façon, sera essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me dire ce que vous pensez de ces différentes prévisions, prédictions, peu importe. À vous, comment vous les intégrez, potentiellement si vous en avez d'autres. Quels sont les aspects contrariants, vos hypothèses de travail, tout simplement, pour l'année 2020. Voilà, ça permettra de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. Je vous remercie par avance. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. De partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper sur cette année 2020. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes!